Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aux événements ou aux grandes manifestations en France. 18 septembre, une journée marquée par une mobilisation massive en France avec entre 600 et 900 000 manifestants à travers le pays, selon bien sûr les prévisions du ministère de l'Intérieur français. Les organisations syndicales ont appelé donc à la grève et à manifester contre les mesures budgétaires annoncées cet été. Cette mobilisation intervient dans un contexte de crise politique et surtout de légitimité du gouvernement Macron, avec des critiques croissantes contre sa politique économique, mais également sociale. La France traverse l'une de ses pires crises. L'on parle carrément même du jeudi noir. Tout de suite, le développement. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir donc d'accueillir successivement Gamal Abina, analyste des questions internationales, en direct avec nous depuis Paris. Gamal, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Leïla, merci pour votre invitation, toujours un plaisir. Jimmy Dalido, représentant de la CGT. Jimmy Dalido, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Leïla, bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité et bonsoir à nos téléspectateurs. Et bien sûr, Youssef Boussoumah, historien mais également membre fondateur du Parti des indigènes de la République, militant également de la cause palestinienne. Youssef Boussoumah, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir à vous, bonsoir à l'Algérie. Alors pour commencer, Jimmy Dalido, donc les intersyndicales ont appelé à une grande manifestation ou à des grandes manifestations au pluriel pour protester justement contre les mesures budgétaires imposées aux Français. Il semblerait que la participation a un petit peu dépassé toutes les attentes. En tous les cas, l'appel a été bien reçu et les Français ont bien répondu. Écoutez, effectivement, la manifestation a été suivie. Alors, c'était d'abord un appel à la grève et un appel à la grève qui était, ma foi, est relativement suivi, même si nous n'avons pas encore tous les chiffres finaux, le temps que ça soit centralisé, mais au départ, un appel à la grève et qui trouve sa complémentarité dans cette manifestation qui a mis en exergue plusieurs revendications. C'était l'objectif de cette manifestation, notamment l'augmentation des salaires, la lutte contre la vie chère, mais aussi et surtout le retrait de la réforme des retraites que nous considérons comme injuste, injustifiée, inacceptable. Je rappellerai quand même que la réforme des retraites voudrait faire travailler les travailleurs de France plus longtemps, alors qu'ils travaillent de plus en plus dur, les conditions de travail sont de plus en plus exécrables. La souffrance au travail est très pesante, très présente dans tous les secteurs de production. Et force est de constater que nous avons un gouvernement macroniste qui n'écoute plus personne, en plus d'être totalement illégitime. Alors nous espérons effectivement que cette manifestation permettrait aux travailleurs de se faire enfin entendre. Nous l'espérons en tout cas. Oui, c'est vrai que je me tourne vers vous, Gamal Abina. C'est une journée de colère. Alors, c'est plus que finalement une journée de manifestation qui répondent donc à des appels des syndicats des travailleurs ou des cheminots ou du transport. C'est carrément une journée de colère. On parle de jeudi noir. Au fait, c'est une journée de colère selon vous parce que tout simplement, il n'y a pas que des revendications d'ordre social économique, mais il s'agit carrément des revendications par rapport aux Français, un fait politique également. Tout à fait, déjà bonsoir à Jimmy et à Youssef Boussoumah qui ont un long combat derrière eux et qui vont continuer à combattre toute leur vie, je crois. Donc oui, c'est une journée de colère, mais c'est intéressant que vous utilisiez le terme de jeudi noir, parce qu'en règle générale, le terme de jeudi noir était plutôt dédié aux questions financières. Le jeudi noir, c'est les krachs boursiers, oui. Donc le capitalisme en difficulté. Là, aujourd'hui, on ne parle pas, j'aime pas le terme de jeudi noir, c'est plutôt un jeudi rose, puisqu'en vérité, il y a une mobilisation massive de plus d'1 million de personnes,
Même les forces de l'ordre ont du mal à minorer l'importance de cette massification, parce que jusqu'aux pharmaciens, donc les professions libérales, ont manifesté avec 90% d'officines fermées. Mais surtout, on sent bien qu'il y a une sorte d'agrégat comme ça de gens en colère, et légitimement en colère, face à un gouvernement, il faut le rappeler, parce qu'on ne le dit pas assez, hein, depuis qu'ils ont fait leur coup de force il y a presque un an, illégitime. Rappelons que l'opposition a gagné les élections en bon ordre et normalement, dans les règles de l'art, que la Ve République les obligeait, je parle de Macron, à nommer un membre de l'opposition qu'il n'aime ou n'aime pas, et que Macron, dans une sorte de stratégie de fuite en avant, ne respecte pas la Ve République. Elle n'a pas eu le courage de Mitterrand qui a accepté de cohabiter. Donc aujourd'hui, on est dans une colère massive qui a commencé le 10 septembre, rappelons-le, de la part d'un mouvement populaire qui s'est amplifié avec les syndicalistes qui ont pris le relais, plus évidemment l'opposition qui a beau jeu effectivement d'être dans les rangs des manifestants. Mais cette colère est parfaitement expliquée. Je veux dire, la vie chère, ça a été dit, l'augmentation de la TVA sur l'énergie, vous vous rendez compte, est-ce que le cadeau qu'a laissé l'ancien François Bayrou, hein, c'est quand même un cadeau empoisonné, une paupérisation de la population, 10 millions de personnes qui vivent quasiment sous le seuil de pauvreté, mais une France qui va mal parce que moins de travail, pas d'industrie, un chômage de masse et un gouvernement manifestement qui est complètement autiste et qui refuse d'entendre la Fronde populaire, les revendications légitimes du peuple de France qui aujourd'hui souffre. Et on voit bien que ces manifestations, d'abord celle du 10 et puis une amplification aujourd'hui, x4 chiffres, on voit bien qu'il commence à y avoir vraiment des difficultés chroniques en France et une peur de l'État qui est de plus en plus répressif. Alors, c'est vrai que puisque vous parlez de répression, et je vais aller vers vous, Monsieur Youssef Boussoumeh. Alors, un grand dispositif sécuritaire a été déployé, pour ne pas dire sans précédent. Ça veut dire que finalement, de l'autre côté de ces manifestations, du côté des autorités, les craintes et les peurs sont grandes, peut-être par rapport à ce mouvement. On craint le pire. D'ailleurs, et ça ne s'est pas passé réellement sans incident, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu des dépassements ici et là. Alors, que doit-on dire de ce grand dispositif, justement, sécuritaire sans précédent? Alors, ce dispositif, d'abord, sans précédent, il est insensé. On avait 80 000 policiers, on avait des engins, vous savez, les nouveaux engins blindés, les engins qu'on appelle les Centaures, là, ce sont des engins blindés de la gendarmerie, une vingtaine qui ont été sortis, je ne sais combien de camions à eau, etc. Alors, on peut parler d'un dispositif qui est exagéré, parce qu'évidemment, le gouvernement aimerait bien qu'il y ait de grandes violences, hein, pour comme d'habitude, jouer sur la peur. Vous savez, le fameux parti, le parti de la peur, hein, les gens qui ont peur. Et effectivement, on peut dire qu'une façon générale, ça s'est pas trop mal passé, compte tenu de la colère dont parlait notre ami Gamal tout à l'heure. Il y a une grande colère dans ce pays, une très grande colère, et il y a de bonnes raisons d'être en colère. On a un vote, on peut le dire, un vote qui a été volé. Le gouvernement a volé un vote. On est dans une crise institutionnelle sans précédent, je crois, depuis 1958. Il y avait une grande crise sociale en 68, mais là, je crois que c'est une des premières grandes crises institutionnelles. Donc, la population est vraiment outrée. On voit qu'il y a une majorité de Français qui approuvent absolument ce mouvement. Il y a deux grands indicateurs, ce sont les cheminots et les enseignants. Les cheminots et les enseignants, dans 45% selon le principal syndicat des enseignants, 45% des enseignants de collège et lycée en grève, ça ne s'est pas vu depuis très très longtemps. Oui. Donc l'État avait intérêt à tenter de ce qu'on appelle jouer la peur. Hein. Jouer la peur, attention, c'est comme ça qu'ils s'en tirent à chaque fois. Vous voyez, il y a de la contestation et alors voilà, on fait peur. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un mouvement qui a été puissant et où il n'y a pas eu vraiment de grande violence, en dépit de l'exaspération. Hein. Dans des villes comme Marseille, des villes comme Nantes, des villes comme Rennes, on a toute une jeunesse qui est vraiment exaspérée. Hein. Mais voilà, alors ça, je pense que Macron aurait aimé jouer là-dessus. Donc le dispositif policier, il est aussi fait pour dire aux gens, si on déploie autant de policiers, c'est qu'il y a vraiment un danger. Hein. Mais c'est faux. C'est faux. Le véritable danger, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et je crois que de plus en plus de Français se rendent compte que le danger principal dans ce pays, c'est ce gouvernement. Oui. Tout à fait. C'est un point de vue effectivement qui a été relayé aussi par beaucoup de manifestants et qui ont été rapportés par les médias. Finalement, je reviens vers vous, Jimmy Dalido, comme disait tout à l'heure Youssef Boussoumeh, et la réponse a été immédiate et bien sûr en fonction des corporations. Par exemple, on a vu beaucoup d'enseignants qui ont répondu donc par le positif. Il y a également du côté des cheminots, du transport qui a été perturbé, que ce soit à Marseille,
ou à Lyon. Donc finalement, il y a ce qu'on pourrait appeler cette classe moyenne qui est la première à être prise de fouet ou à être frappée de fouet, parce qu'il y a eu quand même des slogans assez révélateurs. Il n'y en a, par exemple, pour reprendre un des slogans, que pour les ultra-riches, mais pas pour nous. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec toujours les mêmes, ceux qui payent les impôts, qui sont le plus, si vous voulez, sur lequel on fait porter la charge. Mais écoutez, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, si on analyse la situation d'une manière rationnelle et objective, c'est un véritable ticket de caisse qui a été donné au peuple opprimé de France, et un ticket de caisse qui leur donne pour injonction de payer 211 milliards d'euros. C'est un chiffre parmi d'autres. 211 milliards d'euros, c'est ce que l'État de Macron a injecté dans les caisses du grand patronat. 211 milliards d'euros sous forme d'aide publique. Ça veut donc dire que ces 211 milliards d'euros émanent du porte-monnaie des Français, émanent des impôts. Et ces 211 milliards qui ont été injectés dans les caisses du grand patronat ne trouvent aucune contrepartie. On pourrait se dire, si on se faisait l'avocat du diable, oh, il servirait à créer de l'emploi. Ben non, puisque au premier trimestre 2025, il a été démontré que le chômage a augmenté de 0,2%. À ce chiffre, on peut ajouter d'autres chiffres, hein, ce serait trop long à énumérer. Mais la loi de programmation militaire s'élève à 300 milliards d'euros d'ici à 2030. Je peux reprendre aussi les 1800 familles les plus riches de France qui accumulent à elles seules une richesse qui est égale à plus de 1000 milliards d'euros. Sachez que si ces familles les plus riches de France payaient des impôts en cohérence de leur fortune, c'est-à-dire si elles payaient ne serait-ce que 4% d'impôts, on ferait rentrer dans les caisses plus de 40 milliards d'euros. 40 milliards, c'est l'équivalent de la facture qui s'appelait budget Bayrou. Donc, effectivement, vous l'avez très bien soulevé, vous avez une classe sociale qui est celle des plus riches et qui s'enrichit toujours plus. Il y a de l'autre côté le peuple travailleur, les couches populaires. Au milieu, il y a la classe moyenne. Alors, pourquoi elle est en danger? Parce que plus la richesse augmente, plus il y a concentration et accumulation de la richesse. Et cette monopolisation, cette accumulation, cette concentration de la richesse engendre une de ses conséquences qui est particulièrement destructrice, c'est justement le déclassement de la classe moyenne. La classe moyenne elle est prolétarisée et elle devient elle-même, elle rejoint les couches populaires. Et donc, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres se creuse de plus en plus. Et ça, c'est une des grosses contradictions d'un pays comme la France, qui est d'abord un pays impérialiste. Et je finirai par là. Effectivement, le peuple opprimé de France est littéralement et financièrement persécuté. Et c'est, je crois, la principale revendication de la manifestation d'aujourd'hui. Augmentation des salaires et vie chère et lutter contre la vie chère. Oui. Parce que, effectivement, la réforme des retraites, on va travailler plus longtemps, mais lorsque vous touchez un SMIC qui est égal, je crois, à peu près 1426 €, lorsque vous touchez votre salaire et qu'après avoir payé votre loyer, vous n'avez plus rien à manger à la fin du mois, et c'est malheureusement le cas pour des millions de Français, bien, vous comprenez que la politique de Macron n'est pas acceptable. Je finirai juste par la répression. Nous avons une certaine expérience de cette répression d'État, puisqu'on se rappellera que lors des Gilets jaunes, qui là aussi mettait en exergue des revendications légitimes et justes, eh bien c'est une véritable répression d'État qui s'est abattue contre les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, certaines institutions internationales avaient pointé du doigt le fait que les droits de l'homme avaient été remis en cause via cette répression d'État organisée à l'époque par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Gamel Abina, finalement, lorsqu'on voit aujourd'hui cette grande journée de colère et tout ce qu'elle a mobilisé en termes humains, et lorsqu'on voit aussi celle du 10 septembre qui donc bloquant tout, où aujourd'hui il semblerait que le nombre de personnes ait dépassé largement celui de la journée donc précédente du 10 septembre, on se pose quand même la question, est-ce que ce n'est pas réellement l'illustration parfaite par excellence de l'échec de la politique de Macron depuis sa venue au pouvoir et donc dont la crise d'ailleurs politique persiste toujours? Vous savez, Macron a été présenté, et j'ai jamais vraiment compris le délire par rapport à ça, comme le Mozart de la finance. Bon, apparemment, il ne sait pas lire une partition, le Mozart de la finance. 3200 milliards de dettes extérieures, c'est monumental.
une incapacité chronique à réindustrialiser le pays en dépit des promesses qu'il avait fait après le Covid, une incapacité chronique à mettre au même niveau le pauvre et le riche. J'entends par là l'imposition, l'ISF supprimé alors qu'on fait pression sur les pauvres en augmentant la TVA, en augmentant les charges, en réduisant les aides, en déremboursant des médicaments, en faisant des économies de bout de ficelle alors qu'il y a des niches fiscales qui pourraient être investies, qu'il pourrait lutter de façon efficace contre les fraudes fiscales des milliardaires, on ne parle pas des pauvres. Et sous Macron, on a bien vu que l'ultralibéralisme, le pire qui soit, c'est du thatchérisme et du réganisme mélangé, profite largement à la classe supérieure bourgeoise française, qui s'est enrichie dans les proportions délirantes, LVMH et j'en passe, c'est des meilleurs, et ne profite pas évidemment aux plus faibles. Donc, évidemment qu'il y a des couacs. Évidemment que ça ne va pas, parce que la gestion a été calamiteuse, parce qu'il y a de sa part beaucoup d'arrogance et que pendant quelques mois, vous avez pu l'observer de façon très évidente, le bouc émissaire, parce qu'on cherche toujours un bouc émissaire quand ça ne va pas. Les Allemands, ils avaient 6 millions de chômeurs, c'était la faute des Juifs. Eh bien, aujourd'hui en France, on a 6 millions de chômeurs, il y a un parallèle à faire intéressant, un pays qui va mal, qui a des problèmes sur un plan de tout un tas de crises multiples qu'on ne va pas évoquer, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient économiques et qu'elles soient simplement culturelles. Eh bien, la France cherche son bouc émissaire comme étant l'Algérien. Et où on est revenu sur le racisme de base. Et c'est vrai que de parler d'un pays impérialiste qui vit au-dessus de ses moyens et qui fait pression sur les plus pauvres pour profiter aux riches, c'est un problème. La faute de M. Macron, c'est d'avoir méprisé d'abord les Gilets jaunes, d'avoir méprisé peut-être, et avec un peu de peur, la colère populaire, d'avoir eu peur, et on l'a vu, la peur s'est cristallisée par la démission annoncée de son ancien Premier ministre, qui lui aussi était illégitime. Il a eu peur à 2 jours de l'événement, il démissionne. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il risque d'avoir des violences, il sait que les jeunes sont dans la rue, il sait que les gilets jaunes sont autour, il sait tout cela, et donc la peur les conduit tout de même malgré tout à rester arrogants. Au lieu de nommer l'opposition et de donner le pouvoir à ceux qui ont gagné, au lieu de respecter la Constitution, au lieu de faire entendre, peut-être de faire en sorte que les Français vivent moins mal, de revoir sa copie en termes de captation des capitaux, eh bien, il continue à garder une politique très offensive. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Macron est démonétisé de loin, avec un bilan calamiteux, une population très en colère, et un agrégat, comme je disais tout à l'heure, de tout un tas de courants comme ça, un peu contestation, voire même des Palestiniens, c'est vous dire un peu le niveau, par rapport à une politique française qui est décriée à l'extérieur. On sait très bien que la France n'est plus considérée, mais aussi décriée en termes de gestion interne. Et ça, c'est quelque chose qui peut interroger. Qu'est-ce que est devenu la France sous Macron ? Un pays surendetté, un pays qui va mal, un pays qui… Il y a des images qui ont défilé, une femme frappée par les policiers à terre. Vous vous rendez compte un peu de la violence. Oui. C'est dire à quel point ça ne va pas bien. Alors que, dans l'absolu, cette manifestation, 1 million de personnes, 4 fois plus de monde qu'il y a une semaine, a donné un là important. C'est la première fois depuis des années qu'on n'avait pas vu un mouvement syndicaliste. On voit les images justement de cette femme violentée, qu'on voit des syndicalistes effectivement mobiliser autant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fronde et la colère populaire est réellement présente et risque vraiment d'augmenter. Oui, très bien, Gamal. Justement, Monsieur Youssef Boussoumert, finalement, après la dérive autoritaire de la police dans la gestion de ce mouvement, des Gilets jaunes, par le passé, on l'a vu comment ça a été géré, donc des personnes blessées, des blessures graves. Est-ce qu'il est prudent aujourd'hui de n'avoir pour seule réponse aux aspirations démocratiques des Français que la violence et le bâton et la matraque ? Des gens aujourd'hui disaient, à force de ne pas écouter la rue, ce nouveau gouvernement va se retrouver dans la rue. Réellement, il va être de toute façon, même si les Français, dans un premier temps, ont peut-être apprécié la méthode Le Cornu, il a avancé un petit peu sur la pointe des pieds, sans vouloir trop brusquer, mais actuellement, peu de Français lui accordent une grande longévité. Ça veut dire que, évidemment, jouer la force, c'est à double tranchant. Dans un premier temps, ça peut faire peur, mais comme je le disais tout à l'heure, on a globalement des manifestations qui ont été pacifiques, mais il est évident qu'à force de jouer avec le feu, ces manifestations pourraient tout à fait demain ne plus être complètement pacifiques, parce qu'on a une impasse politique. Les gens disent, mais c'est absolument incroyable, on a tout essayé, on essaye tout, et ils ne nous écoutent pas. Comme on le disait tout à l'heure, comment effectivement on a un gouvernement qui n'écoute absolument pas, qui se fiche complètement et qui continue droit dans ses bottes. Et oui. Ça, c'est évident que cela, à terme, c'est très lourd de conséquences. C'est à double tranchant. Dans un premier temps, certes, on peut faire peur, la violence policière, on le voit, complètement excessive, on le voit bien démesuré, mais je crois que M. Gamal Abinal, notre ami Gamal Abinal l'a dit, on a une jeunesse
Et aujourd'hui, la jeunesse, je crois, la jeunesse de ce pays, on l'a vu dans des manifestations pour la Palestine, est une jeunesse qui est vraiment montante, qui est décidée à jouer son rôle, et à ne pas du tout s'endormir. Donc, il y a un grand risque actuellement. On a affaire à une crise institutionnelle, une crise politique. On n'a pas encore affaire à une crise sociale. On n'a pas encore vraiment affaire à une crise économique, bien que ce soit encore quand même en train de monter avec ce chômage, avec cette dette, avec tout cela. Mais je crois que si Macron continue, eh bien, si le président de la République continue et son gouvernement, eh bien, il va se retrouver avec les 3 fameuses crises en même temps. Et cela, eh bien, il ouvre la porte sur l'inconnu. C'est évident que cette situation ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas perdurer comme ça, cette situation d'impasse totale. Oui, alors Jimmy Dalido, pour dire que la leader de la CGT, Sophie Binet, a déjà estimé que la journée d'aujourd'hui a été un véritable succès. Elle parle déjà de succès. Est-ce le cas, ceci étant? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous sommes en train d'assister peut-être à la chute de la Ve République? Écoutez, je pense qu'effectivement, c'est un succès à partir du moment où les exploités se sont réunis et qu'ils essaient de trouver une solution pour modifier leurs conditions d'existence particulièrement pesantes. C'est une réussite, mais alors, effectivement, c'est pas impossible que alors, la chute du gouvernement Macron, vous savez, c'est plus compliqué pour la simple bonne raison que ce gouvernement va s'accrocher jusqu'au bout. On le voit, mais Emmanuel Macron dirige tout seul, il a toujours dirigé tout seul, il n'a aucune légitimité. Nous savons que la véritable légitimité, c'est la légitimité morale, et je pense que souvent il y a confusion entre la légitimité morale et la légitimité des LBD, qui n'est pas au final une légitimité. Et en fait, c'est un homme qui dirige seul. Donc, je pense franchement pas qu'il partira du pouvoir, parce que c'est un homme qui est égocentré, il est doté d'un égocentrisme surdimensionné, et qui plus est, il a une feuille de route qui lui a été remise par l'ambassade des États-Unis et qui s'appelle Uberisation de la France tous azimuts. Et c'est très clairement ce qui s'est produit. Emmanuel Macron c'est un peu, je l'appelle moi, l'empereur Caracalla uberisé. Il n'a pas industrialisé la France, il a uberisé la France. C'est pour ça que, par exemple, vous avez des pharmacies qui ferment, parce que pour les big pharma et les industries pharmaceutiques s'apprêtent à plutôt vendre des médicaments sur Internet et plutôt qu'aller dans la pharmacie, entre autres. On peut en prendre plein des exemples. Alors effectivement, ce serait bien de passer une 6e République. Ça, c'est une revendication que nous mettons en exergue. Mais pour ça, il faudrait d'abord qu'il y ait une véritable convergence des luttes. Et cette convergence des luttes est difficile à trouver. Alors, les luttes sociales n'ont jamais été parfaites. J'ai toujours dit que la lutte sociale cristalline, parfaite, n'a jamais existé. Mais une lutte sociale a toujours été hétérogène. La lutte sociale homogène n'a jamais existé. Mais il faut qu'il y ait des points de consensus. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, il y a un corporatisme qui est présent, et qui est attisé par le gouvernement. Il y a des divisions, quoi qu'on en dise, qui est attisé par le gouvernement. Des divisions, par exemple, liées à notre différences de religion, etc. Et il y a un point de consensus à trouver, un point de consensus revendicatif. Il faut que certaines revendications deviennent des forces motrices de la totalité de la masse. Et si vous voulez, même si les syndicalistes font leur travail, et on constate qu'avec cette journée que les syndicalistes font leur travail, mais il faut qu'à un moment, il y ait une porte de sortie politique. Je prends l'exemple de la réforme contre la retraite. Les syndicats avaient fait leur travail. C'était plusieurs millions de manifestants toutes les semaines dans les rues. Mais force est de constater que la réforme des retraites a été validée au niveau politique par 49-3, envers et contre tous. Donc, on constate que souvent, c'est cette jonction entre la politique et le terrain syndical, c'est-à-dire la lutte politique et la lutte économique. Et souvent, c'est sur le terrain politique où il y a effectivement beaucoup de trahison. Donc, je pense qu'il faut tout simplement, que le peuple opprimé de France reprenne en main son destin en passant. Il faut qu'on arrête, si vous voulez, d'attendre quelque chose de quelqu'un. Il faut que le peuple fasse sa propre politique. Oui. Il faut se réapproprier les assemblées générales, dans les rues, c'est-à-dire le fait
de s'organiser d'une manière pacifiste, de discuter, de débattre, qu'il y ait une véritable pluralité des idées, qu'on mette en avant nos idées, qu'on fasse élire nos propres représentants qui émanent de ces assemblées générales. Et il faut se réapproprier la politique et cesser de quémander auprès finalement une élite politique ou financière qui se connaît et qui est très organisée au final. Et je pense que la solution reste une solution évidemment politique. Et le principal obstacle actuellement, qu'est-ce qui bloque la France? Ce qui bloque la France, c'est un homme. C'est un seul homme qui bloque la France au final. C'est exactement un homme qui a été formé par l'ambassade des États-Unis, qui a été formé par la banque Rothschild, qui a été formé par les multinationales, les mastodontes nord-américaines. Et l'obstacle de la France aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui n'a aucune légitimité. Très bien, monsieur Jimmy Dalido. Donc, le débat se poursuit. Juste restez avec nous après cette courte page publicitaire. Et bien sûr, on revient au débat. Nous voilà donc de retour pour que le débat puisse se poursuivre. Je me tourne vers vous, donc Youssef Boussoumar. Est-ce que vous ne pensez pas finalement, Youssef Boussoumar, qu'on est en train de, sur le plan politique, où la situation sur le terrain social et économique n'est que le reflet de cette crise politique dans laquelle s'est mis donc le président Macron, succession de gouvernement et de chef du gouvernement, après donc l'échec de Bayrou, justement suite à ces mesures budgétaires et ces coupes. Aujourd'hui, c'est carrément Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pensez que l'actuel chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, sera porteur de changement ou suivra-t-il tout simplement le programme qui a été tracé par son prédécesseur? D'autant plus que la chef de la CFDT, Maryse Léon, avait dit que c'est un avertissement pour Lecornu. Est-ce que vous pensez que réellement il va le prendre comme ça, ou ce gouvernement qui n'a pas encore été formé va prendre les choses telles qu'elles sont comme ça? Oui, non, mais Monsieur Lecornu, c'est Monsieur Macron, hein. Oui. C'est le ventriloque, c'est Monsieur Macron derrière le. Alors évidemment, on s'est dit, on va changer un petit peu les méthodes. Ce sont ces gens qui s'imaginent que le changement de méthode, eh bien, permet de faire passer le fond. Mais le fond demeure le même. Hein, comme nos amis l'ont dit précédemment, le fond reste absolument le même. Monsieur Macron n'a pas changé d'un iota. Il est là pour faire la politique des grands trusts. Il est là pour faire la politique du grand patronat. Et il va la faire jusqu'au bout. Alors quand on dit Monsieur Macron, faut comprendre les classes sociales dirigeantes qui sont derrière lui, ces énormes richesses qui sont derrière Macron, ces milliardaires hein, qui sont derrière Monsieur Macron, et ce sont eux qui le poussent. Et ces milliardaires, ils se sont déjà exprimés. On a des responsables du patronat qui disent, en gros, mieux vaut l'extrême droite que la gauche, que la vraie gauche. Hein, en l'occurrence, la LFI. Donc on se retrouve dans cette configuration absolument incroyable, mieux vaut le fascisme que la gauche, qui était un des slogans d'avant la Seconde Guerre mondiale, on s'en souvient au moment du Front populaire. Effectivement, le problème, c'est que le pays se trouve devant un choix vraiment dramatique, si je puis dire. Cette crise, en fait, elle n'a pas débuté avec M. Macron. Hein. Cette crise, on le voit bien, comment elle est récurrente depuis plusieurs décennies. Je pense qu'on arrive à l'aboutissement, au paroxysme de cette crise politique, à savoir que la bourgeoisie aujourd'hui veut diriger le pays sans phare, directement, et imposer et détricoter complètement le maigre tissu social qui déjà avait été pas mal détricoté hein, depuis 1945
Je crois qu'on arrive à l'aboutissement de cette crise. Et la question est de savoir quelle réponse ce pays va donner. Est-ce qu'il va donner une réponse d'extrême droite ou est-ce qu'il va donner une réponse de gauche? Je parle de la vraie gauche, de la gauche de rupture. Hein, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, on a deux gauches. On a une gauche social-démocrate qui est dirigée notamment par le Parti socialiste, les Verts et quelques dissidents de l'AFI. Et puis on a une gauche de rupture qui est en grande partie incarnée par l'AFI. Et le choix, au final, c'est comme ça que ça va se terminer. Ce sera le choix entre l'extrême droite, qui est plébiscitée par le grand patronat, comme tout le temps en période de crise. Le grand patronat a toujours choisi le fascisme. Il faut toujours avoir ça en tête. Il choisira toujours le fascisme. Et la gauche de rupture. Donc la solution, elle existe. Parce que simplement, les mobilisations sociales, c'est très bien. Mais on voit bien que ça ne suffit pas s'il n'y a pas, et notre ami l'a dit juste précédemment, s'il n'y a pas un débouché politique, eh bien, il n'y a pas d'issue. En 68, ce qui a manqué vraiment, c'était l'issue politique. C'était l'issue politique. Puisqu'on a un gouvernement qui n'a pas la dignité d'un général de Gaulle, qui, une fois qu'il a été désavoué, eh bien, a démissionné, enfin un chef de l'État qui a démissionné, eh bien, je pense que la crise va s'approfondir et à ce moment-là, je crois que le pays sera devant un véritable choix. On ne sait pas encore quel va être ce choix, mais M. Lecornu, je lui accorde une très faible longévité en termes politiques. Et en termes politiques, je lui accorde une très très faible longévité. Je crois que le pays est devant des soubresauts. C'est pas le dernier. M. Macron va s'accrocher, comme ça a été dit, au pouvoir de toutes ses forces. Il ne va pas démissionner et il est prêt à jouer le pire, surtout. Il est prêt à jouer le pire. On n'a pas idée, on n'imagine pas à quel point il est prêt à essayer d'utiliser toutes les ficelles et même les ficelles les plus sordides pour se maintenir au pouvoir. Ce pays va au-devant, à mon avis, de nouveaux troubles. Gamal Abina, alors je reprends un petit peu ma question que j'avais posée tout à l'heure à Jimmy Dalidou. Est-ce la fin de la Ve République aujourd'hui, puisque ces institutions n'arrivent plus à fonctionner correctement, avec un président donc, qui fait une sorte de collection de premiers ministres, 5 en moins de 2 ans, c'est-à-dire 2 déjà à son arrivée en 2022 au pouvoir, et puis 3 juste après 2024. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron ne veut pas faire confiance aux projets politiques alternatifs, et Dieu sait qu'il y en a de la gauche, lui qui est pourtant issu politiquement? Il y a 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est la fin de la Ve République parce qu'elle ne fonctionnerait pas? Elle fonctionne parfaitement, la Ve République. C'est Macron qui la dysfonctionne. C'est lui qui n'a pas respecté le principe. La 4e République était un régime parlementaire très instable, avec des majorités qui se dégageaient difficilement et avec une direction politique qui était plutôt emportée non pas par le président, mais par les chefs de parti. Donc chef de gouvernement, chef du Parlement. Donc c'était très instable et c'est ce qui expliquait d'ailleurs sa chute. La 5e République a été fondée sur un modèle d'ailleurs très amusant, c'est le modèle allemand. On parle beaucoup du 49-3 qui correspond sous Weimar, sur la République de Weimar, sur le 48-2, c'est le même modèle, avec un super pouvoir pour le président. Mais si Macron était un homme d'État, ce qui n'est malheureusement pas, il aurait dû comprendre que son rôle n'est pas de gérer l'intérieur du pays. Lui, il est aux affaires étrangères. C'est un président qui parle à l'international. C'est son premier ministre qui doit faire ce travail-là. Et là où il y a une panne, ce n'est pas la 5e République, c'est lui qui a mis en panne cette 5e République parce que, malheureusement, il a refusé de reconnaître sa défaite. Et je veux comparer parce que Macron, à mon sens, c'est Mitterrand bis, mais en plus mauvais. Mitterrand était conseillé par Jacques Attali et tout un tas d'aéropages comme ça, de personnes un petit peu douteuses. Mais Mitterrand a quand même eu pour lui, parce qu'il ne voulait pas exagérer sa position un peu radicale, le courage de dire, bon, j'ai perdu en 86, il y avait vraiment une fronde énorme dans la rue, les mineurs qui manifestaient, les chantiers navals, les paysans, donc tout le monde le détestait avec la politique d'austérité comme Macron aujourd'hui, mais Mitterrand a accepté de cohabiter, et par 2 fois d'ailleurs. Donc Mitterrand a accepté l'alternance. Il perd aux élections, il n'a pas le Parlement, il donne le pouvoir à l'opposition, ce qui est normal pour l'intérieur. Macron n'a pas fait cela. Macron a vraiment littéralement tordu le principe de la 5e République, dans les us et coutumes, évidemment, ce n'est pas marqué dans le marbre, et refuse de donner, c'est là où il y a un problème, le pouvoir à l'opposition. Pourquoi? Et je réponds à votre question. Macron est un produit d'école. Et j'ai connu beaucoup de gens d'école de commerce, c'est un ultra-libéral. C'est-à-dire que dans leur logiciel, dans leur mode de fonctionnement, ils ont un biais cognitif qui est l'obsession de la financiarisation de l'économie, du tout pouvoir aux plus puissants, aux riches, aux industriels. Et Youssef le dit très bien, il faut voir l'histoire allemande, parce qu'il y a toujours un bis repetita, il y a des points communs assez inquiétants. Il faut voir l'histoire allemande.
quand on se retrouve avec effectivement la gauche qui manifeste dans la rue, violemment, et c'est normal puisqu'il y a de la colère, et la droite et l'extrême droite surtout qui commencent à copiner avec l'extrême centre, on en parle beaucoup puisque ça a été effectivement réfléchi, et qui finissent par donner le pouvoir aux fascistes en l'occurrence. Pourquoi? Parce que, et je parle des fascistes et les néo-fascistes que sont le Front National ou le Rassemblement National, ces gens-là sont les ultra-libéraux, c'est-à-dire que c'est des anti-étatistes. Ils ne veulent pas d'État. Ils veulent que tout soit privatisé. Ils veulent que les gens se débrouillent par leurs propres moyens. Ils ne veulent pas de services sociaux, ce n'est pas leur truc. Ils considèrent que tout le privé doit gérer le public. En gros, c'est le tout libéral, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme qui conduira par la suite à la catastrophe de 29. Eh bien, Macron s'inscrit complètement dans cette logique. Il pense que le marché peut gérer et peut bien gérer l'économie, ce qui est faux, et que l'État n'a pas nécessité ou besoin de faire ces dépenses folles qu'il appelle, lui, il disait que ça coûte un fric monstre, enfin un pognon de fou. Je crois que c'est un terme un peu vulgaire qu'il utilise comme ça, pour expliquer que la dépense sociale n'est pas nécessaire. Sauf que, et je le dis simplement, sans être nécessairement de gauche, la vie n'est pas rentable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plus on vieillit, plus on se fragilise et plus on coûte de l'argent. Et c'est normal. Un État fort protège les faibles. Quand des gens sont fragiles, vieux, malades, on ne va pas faire comme les nazis, on ne va pas les exterminer, on les protège. Eh bien, la logique de Macron, c'est un peu une sorte, et je vais le dire de façon un peu radicale, une sorte de sociopathe de l'économie. Il s'inscrit dans une logique du tout libéral, le marché doit gérer, les milliardaires doivent être en place parce qu'ils créent de l'emploi, soi-disant, la financiarisation de l'économie, ce n'est pas un problème, Uberisation, on y va, il n'a que ces mots à la bouche, mais par contre, dès que les gens commencent à manifester et commencent à montrer effectivement une forme de ras-le-bol et de désespoir, on peut parler de désespoir, là, il considère qu'il faut utiliser la manière forte pour les mater. Et là où Macron est dangereux, c'est parce qu'il a dit une fois très clairement, il ne se cache même pas de ce qu'il dit. Il a dit « j'y suis, j'y reste » comme Mitterrand, et surtout, il dit qu'ils viennent me chercher à l'Élysée. Vous vous rendez compte l'arrogance pour un chef d'État? Et ça pose problème, parce qu'aujourd'hui, si on veut sortir de cette spirale de violence et de colère, il faut simplement accepter que son budget de la finance qu'il va mettre en place, son futur budget de la gestion de l'État calamiteuse, soit donné aux mains de l'opposition, que l'opposition puisse faire ses propositions et une bonne fois pour toutes accepter qu'il a perdu par 2 fois les élections. Il a perdu à la présidentielle sa majorité absolue au Parlement et il a perdu à nouveau après la dissolution. Donc M. Macron est 2 fois perdant, qu'il accepte comme un homme raisonnable de donner le pouvoir à l'opposition, ça baissera la tension, mais ce n'est pas en mettant à Le Cornu, ce néocolonialiste, qui va obtenir une baisse de tension, puisque c'est un homme de son camp, c'est un homme de sa logique, c'est un homme qui est ultralibéral. Il fait des petits cadeaux comme ça, des soubresauts de petits cadeaux, pour taper très fort derrière. Donc ce gouvernement ne durera pas, c'est évident. Même le Front National, enfin le Rassemblement National, ne peut pas s'autoriser à ne pas faire de motion de censure, parce qu'il a tellement montré qu'il était ultralibéral et aligné sur Macron qu'il perd des voix au niveau de la classe populaire qui a commencé à croire en lui. Donc ce Rassemblement National sera obligé lui aussi de faire alliance avec la vraie gauche, puisqu'on parle de vraie gauche et pas d'extrême gauche, et il se trouve que c'est le gouvernement de Macron qui va encore souffrir. Mais rendez-vous compte, 3 chutes de gouvernement, 3 fois il met ses amis au pouvoir. Il y a un problème chez cet homme. Mais quelle arrogance, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, il fait très peu cas des critiques et de l'opinion, de son opinion publique. Jimmy Dalido, finalement, le contexte de ces manifestations n'est pas réellement à dissocier de la crise économique et financière, comme le disait tout à l'heure donc Gamal Abina et même Youssef Boussouma, traversée par la France. Alors, selon vous, selon votre conception, selon votre vision des choses, parce que vous êtes vraiment dans le vécu, dans l'œil du cyclone, comment un pays surendetté comme la France peut-il sortir de l'ornière socio-économique dans laquelle il s'est empêtré et justement sans écraser sa population? Parce que finalement, on a l'impression que c'est ce qui se passe par rapport aux Français. Écoutez, il y a eu un problème de connexion, je n'ai pas entendu la fin de votre question. Je disais que comment un pays qui est surendetté comme la France peut sortir de cette ornière sans écraser sa population, sans avoir à le faire? Sans qu'il y ait répression, c'est impossible. Comme le disaient mes 2 prédécesseurs, effectivement, il y a un gros problème, c'est que, vous savez, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Et sa principale caractéristique, c'est la fusion des capitaux industriels monopolisés, des capitaux bancaires, entre autres. Et il génère ce qu'on appelle, un parasite social, un espèce de monstre socialo-économico-politique qui s'appelle capital financier. Et effectivement, nous sommes face à un problème. C'est qu'il y a une financiarisation tous azimuts de la totalité de ce qui fait la France. Et donc, à partir du moment où il y a financiarisation tous azimuts, il y a une totale subordination
des forces vives de la nation sont totalement subordonnées à cette financiarisation. Et le problème, c'est que effectivement, Emmanuel Macron ne représente les intérêts d'une classe sociale politique dominante et qui s'organise à travers un État. Et effectivement, là, le piège dans lequel nous ne devons pas tomber, et qui est le piège du populisme. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il consisterait à dire Emmanuel Macron est un problème. Mais si on évacuait Emmanuel Macron, mais qu'on mettait à la place d'Emmanuel Macron un autre personnage politique et qui serait lui aussi un grand représentant de la grande finance internationalisée, un représentant du néolibéralisme destructeur, un représentant du wokisme particulièrement dégénéré, un représentant de cette financiarisation de tous azimuts, en fait, ça ne changerait pas. Donc, évidemment, lorsqu'on dit qu'il faut une porte de sortie politique, il faudrait véritablement que l'État redevienne, ça c'est mon avis, mais je crois qu'il faudrait revenir à la nature de classe de l'État, que l'État redevienne un État populaire, pour ne pas dire ouvrier populaire, en tout cas un État populaire et dans lequel la masse aurait un véritable rôle d'initiative. Et il faudrait véritablement se débarrasser de cette idéologie nauséabonde qui est le néolibéralisme et qui est liée à la financiarisation. Et effectivement, dans ce cadre-là, via cette politique-là, ils ne peuvent pas se sortir de cette crise politique sans qu'il y ait répression. Parce que plus on va avancer dans le temps, et plus la crise va s'aggraver. Je pense que la solution est à deux niveaux. Elle est d'abord nationale et internationale. Oui. Nationale, parce qu'il faut, je pense que la socialisation des moyens de production est peut-être une solution en tout cas, c'est une question qui peut être débattue. Et au niveau international, nous avons un nouvel ordre mondial multipolaire qui est là, qui est présent, qui est en cours de développement. Il faudrait que nous puissions trouver notre place. Merci beaucoup, Jimmy Dalido. Donc, je vais vous donner la parole, Boussoumah, mais alors moins de 20 secondes, même pas, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps finalement. C'est pas parce que je veux pas le faire, mais voilà. Pas de souci. Oui. Oui, très, très rapidement, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit mes camarades. Effectivement, le pays se trouve à la croisée des chemins. Macron a été mis en avant par le patronat. Il a une mission, démanteler complètement l'État social français, ce qu'on appelle le welfare state. Et je crois qu'il s'y emploie sans discontinuer, mais il n'est pas sûr que cela se passe sans problème. Merci beaucoup, Youssef Boussoumah. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien, membre fondateur du Parti des indigènes de la République et militant pour la cause sahraoui, pour la cause palestinienne. C'est tout comme d'ailleurs. Ça, je tiens absolument à le signaler. Également, Gamal Labina était avec nous, analyste des questions internationales, et Jimmy Dalido, donc représentant de la CGT en France. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions similaires. Au revoir.